Donc voilà. Je pense que vous devez avoir la page 18 devant vous. Le foie est donc un organe vraiment central et majeur. C'est un organe, c'est la plus grosse glande du corps. Oui, c'est la plus grande glande du corps et c'est aussi l'organe qui va gérer le métabolisme le plus important. Et il est responsable, de par ce travail métabolique, de la fabrication, si vous voulez, des calories et du réchauffement du corps. Donc si on parvient à maintenir une température constante de 36,8 degrés dans l'organisme, c'est grâce à cette activité métabolique, c'est grâce à l'activité du foie. C'est évidemment un organe qui est vital, donc qui est protégé par l'organisme parce que voilà, parce qu'il est vital au même titre que le cœur et le cerveau, bien sûr. Alors, ce foie a une caractéristique, c'est pour la médecine naturelle, c'est probablement l'organe qui est de nature la plus végétative dans l'organisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, un organe végétatif? Un organe végétatif dans le sens où ce qui fait la différence entre une plante et un animal, c'est que la plante, elle va continuer à grandir toute sa vie. Vous avez dans le jardin un arbre, un chêne qui a 200 ans, il continue sa croissance. Et en 5 ans, en 10 ans, il va continuer à grandir, à grandir. Un animal, quand il a sa taille adulte, il s'arrête de croître et de grandir. Si je casse une branche à un arbre, la branche peut repousser. Alors que si on enlève une patte à un animal, elle ne va pas repousser. Voilà un petit peu ce qui fait la différence. Et donc, en médecine naturelle, si on fait une ablation, qu'on enlève une partie du poumon, il ne va pas repousser. Alors que si on enlève une partie du foie, oui, il peut se régénérer, il peut repousser. Voilà. Donc, c'est vraiment, pour les anciens, un organe qui est de nature végétale, de nature végétative. Et il y a une question de souffrance aussi. La souffrance d'un arbre est moins visible pour l'homme que la souffrance d'un animal, quand on parlait de casser une branche. Au niveau de l'organe foie, un des problèmes majeurs que nous allons rencontrer, c'est le fait que le diagnostic en cas de maladie est assez tardif. Il est assez tardif. Pourquoi? Parce que le foie est sourd. C'est un organe qui ne se fait pas entendre. C'est un organe qui n'a pas mal parce qu'il n'y a pas d'innervation. Généralement, quand on se plaint d'une douleur au foie, c'est une douleur à la vésicule biliaire que l'on ressent. Parce que le foie en lui-même, généralement, est assez sourd à la douleur et on peut avoir des pathologies hépatiques relativement sévères sans avoir aucune douleur. Donc il faut observer d'autres symptômes que simplement la douleur. Voilà un petit peu pour le foie. Alors je vais vous remontrer, partager peut-être les notes de cours que vous avez devant vous. Ça me permet plus facilement avec le curseur de vous montrer de quoi on parle et à quel niveau nous sommes un petit peu dans les notes de cours et dans le syllabus. Oula. Voilà, donc je pense que vous devriez avoir le schéma avec le foie devant vous. J'ai dû restreindre un petit peu l'écran pour avoir le schéma en entier. Donc ici, il s'agit non pas d'une structure anatomique du foie, bien sûr. Ce que nous observons ici, c'est les relations qu'il y a entre le foie et les organes voisins. Donc vous avez un grand triangle violet au centre qui représente le foie avec ses différentes fonctions anatomiques. Et on voit que le foie est en lien direct avec l'intestin. Alors en haut de l'intestin, on a le duodénum. Et puis on a la partie inférieure de l'intestin, le jéjunum par exemple. Donc vous avez le foie qui va sécréter des sucs digestifs, entre autres, et de quoi neutraliser tout l'acide qui arrive du haut. Donc vous avez les acides qui viennent de l'estomac, qui vont arriver ici dans le duodénum, avec un risque d'autodigestion de la paroi.
Donc on a des sécrétions qui contiennent des acides biliaires, du cholestérol, de la bilirubine conjuguée, entre autres, et donc tout ça forme ce que l'on appelle la bile, qui contient des sels, les fameuses sels biliaires, et qui vont être déversés par le cholédoque et le canal biliaire dans le duodénum, avec l'orifice d'entrée que vous voyez ici, que l'on appelle le sphincter d'Oddi. Hein, on en a déjà parlé, je vous le rappelle. Voilà. Donc ça, c'est la fonction du foie. Et cette fonction du foie, elle s'appelle exocrine. On en a déjà parlé, je pense, quand on a parlé du pancréas. Est-ce que nous avons déjà parlé du pancréas ensemble? Oui, on a déjà parlé du pancréas, bien sûr. On a déjà parlé de la vésicule biliaire. Donc, cette activité exocrine, ça veut dire qu'il sécrète à l'extérieur, l'intestin étant considéré comme à l'extérieur du corps. Il contient toutes les bactéries, les aliments et tout ce qui n'est pas propre à être assimilé dans l'organisme. Donc, si vous avez des germes ou des nutriments ou des éléments qui ne sont pas compatibles avec notre physiologie, ils se trouvent dans ce milieu extérieur qu'est l'intestin. Et donc, une fois que le foie a sécrété dans le duodénum tous ces acides biliaires et ces sucs, ces enzymes digestives, tout cela va participer à la digestion des graisses, les triglycérides, le cholestérol bien sûr, mais surtout également l'émulsification des vitamines qui sont liposolubles pour former une espèce d'émulsion et pour pouvoir réassimiler ces vitamines liposolubles par le système d'entrée dans l'organisme, le système veine porte. Quand j'absorbe une huile essentielle de thym et que elle arrive dans le système digestif, le thym arrive au foie par le système porte et le thymol va être dégradé, neutralisé par le foie. C'est ce que l'on appelle le premier passage. Une fois que le thymol a été neutralisé, le foie va le rééliminer, soit dans l'intestin, pour que le thymol soit éliminé par les fécales, ou soit dans la troisième structure anatomique ici, ce sont les vaisseaux sanguins. Donc le foie a une deuxième fonction, une fonction endocrine, qui consiste à sécréter des substances qui vont être libérées dans le flux circulatoire sanguin ici. Et donc, vous allez retrouver de très nombreuses protéines, notamment celles qui sont impliquées dans la coagulation sanguine, du cholestérol qui va permettre de transporter des oméga 3 au cerveau, entre autres, etc. Vous avez tout le métabolisme de l'urée et le métabolisme du sucre également qui va être géré ici par le foie. Donc voilà, excusez-moi, on va laisser passer un petit peu la sonnerie. Voilà. Donc si je prends l'exemple du sucre de façon plus concrète, donc je vais manger quelque chose de sucré, le sucre est absorbé par le système porte, arrive au foie, il est mis en stock sous forme de glycogène, et cette mise en stock sous forme de glycogène, elle est commandée par l'insuline. L'insuline, nous l'avons vu, qui était sécrétée par le pancréas. Et puis quand le corps a besoin d'énergie pour faire un effort physique, par exemple vous montez une volée d'escalier, le muscle a besoin de sucre et d'énergie, donc le pancréas va cette fois-ci sécréter non plus de l'insuline mais du glucagon, et sous l'influence du glucagon, le foie va déconstruire le glycogène en sucre, plus exactement en glucose, et libérer le glucose en sang pour qu'il puisse arriver dans le muscle et vous donner l'énergie nécessaire pour faire l'effort physique. Et ici, le petit schéma que vous avez, la métabolisation, c'est ce que j'expliquais avec le thym-thymol. Donc vous avalez du thym, le thymol arrive au niveau du foie, le foie déconstruit le thymol en le conjuguant, l'élimine dans le sang, et c'est le rein qui va filtrer
le thymol conjugué pour qu'il puisse être éliminé par les urines. Tout ça, c'est un petit peu l'explication de ce schéma qui identifie la fonction endocrinienne du foie et la fonction exocrine du foie. Donc c'est la fonction digestive du foie. Et ici, c'est une fonction plus endocrine, de nature un peu hormonale, même si le foie n'est pas considéré comme une glande endocrinienne, il joue un rôle, malgré tout important. Donc physiologiquement, le foie, on a vu, c'est une usine énorme. Alors qu'est-ce qui caractérise le foie? C'est qu'à chaque minute, c'est 2 litres de sang qui vont traverser le foie. Le sang qui vient, qui apporte tout ce qui vient du système digestif, voilà, et qui va récolter tout ce que le foie a fabriqué en termes de glucose, d'albumine, de facteurs de coagulation, de protéines, etc., etc. Donc l'entrée, la sortie, c'est 2 litres de sang qui à chaque minute vont perfuser à travers le foie. Donc si jamais il y avait un problème qui bloque l'arrivée du sang au niveau du foie, on appelle ça la congestion portale ou l'hypertension portale. Vous auriez un ralentissement et c'est tout le métabolisme, toute l'homéostasie de l'organisme qui est en danger. Pourquoi? Parce que tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du cerveau, des muscles, du cœur, du corps, en termes de protéines, en termes d'énergie, en termes d'élimination des déchets, etc., ne pourrait pas se faire convenablement. D'où l'importance, je vais dire, l'intrication de la circulation, de la microcirculation et du travail du foie. Le foie ne peut remplir son rôle que si la circulation fonctionne bien. Voilà. Oui, le système porte, ici on parle de 1 litre par minute. Voilà. Donc voilà, il y a des données qui sont en tout cas, on a une fourchette en fonction des individus, etc. Mais comprenez que c'est un organe qui est fondamental et c'est pour ça que le foie participe aussi au fait de réchauffer et de donner au sang la température qui lui est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'organisme. Vous savez, quand on a un muscle qui a fait un gros effort physique, on transpire, on a chaud. Le foie est un lieu où il y a un tel métabolisme, c'est un peu comme le muscle qui donne chaud. Et donc, c'est un petit peu la chaudière. Si vous voulez, en médecine naturelle, on considère que le foie, c'est la chaudière qui chauffe, et la thyroïde, c'est le thermostat qui régule la température. Donc, si vous voulez, la chaudière, elle chauffe, mais si on ne régule pas la température, on va avoir beaucoup trop chaud. On va avoir beaucoup trop chaud, donc les veines vont se dilater pour que le sang arrive en périphérie, pour qu'il puisse se refroidir. C'est le cas de cette période-ci de l'année. Et si on est en été et que la température extérieure est trop élevée, ça ne suffit plus d'avoir le sang en périphérie, et donc il y a la transpiration qui va permettre d'absorber des calories nécessaires à l'évaporation de la transpiration et qui va permettre de refroidir tout le système. Et au contraire, quand il fait froid dehors, ou qu'on a une insuffisance hépatique, vous vous rendez bien compte qu'en cas d'insuffisance hépatique, on a tendance à la frilosité. Donc ça va être un indice très intéressant du bon fonctionnement hépatique. Est-ce que je suis frileux ou est-ce que j'ai toujours trop chaud? Si je suis frileux, il y a plusieurs possibilités, soit le système nerveux d'autorégulation, la thyroïde, etc., va jouer un rôle, mais peut-être que la chaudière n'est pas assez alimentée, peut-être que la chaudière ne fonctionne pas assez pour réchauffer tout l'organisme. Voilà. Donc voilà un petit peu tout le mécanisme du foie. Alors, puisque l'on parle de
de la métabolisation ici, quelque chose de très important. La métabolisation, donc ça concerne plusieurs choses. Ça veut dire fabriquer ce qui nous est nécessaire, par exemple les protéines, à partir des acides aminés du morceau de poisson ou des lentilles que nous avons mangées, mais c'est aussi métaboliser pour éliminer tout ce qui est toxique, comme des médicaments, des substances étrangères, des perturbateurs endocriniens, etc. Donc, tout ça est géré par le foie, c'est toute la fonction de détoxication du foie qui est terriblement importante, mais certains médicaments vont être tout de suite détruits par le foie et donc beaucoup moins actifs. Donc, il existe dans les médicaments d'autres possibilités d'entrée du médicament pour éviter que tout de suite le médicament qui arrive dans l'estomac ne soit détruit par le foie. Et donc quand je vais injecter sous la peau, dans la veine, en perfusion, etc., un médicament, ben le médicament il est directement dans le sang sans être passé d'abord par le foie et donc il n'a pas été détruit. Donc ça c'est un mécanisme qui est très important et qui s'appelle le mécanisme de premier passage. Donc ce mécanisme de premier passage, c'est le fait justement que toute substance, que ce soit une plante, une huile essentielle ou un médicament, qui arrive, qui sort de l'estomac, n'arrive au foie et ne soit neutralisé et détruit avant de se retrouver dans le système circulatoire. Or, quand je vais injecter directement par une transfusion dans le système circulatoire mon médicament, ben, le médicament il va être présent au niveau du cerveau, au niveau des organes, au niveau des zones, des tissus dans lesquels le médicament est nécessaire, avant, in fine, de revenir par le système porte-au-foie et d'être enfin neutralisé et éliminé. Voilà un petit peu un point que nous aurons l'occasion de réaborder l'année prochaine, mais qui est fondamental pour bien comprendre le mécanisme du foie. Alors, on peut comprendre le foie aussi sous deux grands aspects. Une fonction de construction, c'est la fonction anabolique, c'est-à-dire que ici j'ai des sucres simples comme du glucose qui rentrent et des acides aminés qui viennent de la dégradation des protéines de ce que nous avons mangé. Imaginons que nous avons mangé un morceau de poulet. Ben, les protéines du poulet sont dégradées en petites substances qu'on appelle des acides aminés, et les acides aminés vont servir à fabriquer des protéines humaines, des protéines du moi et pas des protéines du poulet. Donc c'est la fonction anabolique. Et puis quand on ingère une substance toxique, il faut la détruire pour pouvoir l'éliminer, et ça c'est la fonction catabolique. Voilà, je ne sais pas si c'est indiqué, où c'est indiqué, ça n'a pas l'air d'être indiqué ici, mais voilà. Je vais vous le noter, ce sont les deux grandes fonctions du foie. La fonction anabolique est une fonction de construction et la fonction catabolique, retenez peut-être, voilà, catastrophe, etc., qui est la fonction de déconstruction, oui, elle est ici, pardon, la fonction catabolique de l'organisme. Voilà. Et une fois que le produit a été catabolisé, détruit, il peut être éliminé soit dans l'intestin par les fécès, soit dans le sang, donc par le rein, dans les urines. Vous voyez, donc le foie, ce n'est pas un vrai émonctoire dans le sens où il n'a pas de sortie directe. Il dépend soit du bon fonctionnement de l'intestin, soit il dépend du bon fonctionnement du rein et du système urinaire. Par exemple, mon corps va sécréter à chaque cycle menstruel des œstrogènes. Et puis ces œstrogènes doivent être détruits, évacués, et le corps va refabriquer de nouveaux œstrogènes au cycle suivant, par exemple. Si ces œstrogènes ne sont pas détruits par le foie, parce qu'on est en insuffisance hépatique, ou bien parce que l'intestin fonctionne mal,
les œstrogènes s'accumulent dans le corps et on peut faire des symptômes qui sont liés à une hyperœstrogénie, comme des petits fibromes, des petits kystes, de l'endométriose, des règles hémorragiques, etc., etc. Et donc parfois le foie fonctionne très bien. Le foie va métaboliser par des conjugaisons les œstrogènes. Il va les éliminer par la bile dans l'intestin, mais au lieu d'être évacués par les fécaux, si j'ai une mauvaise flore intestinale, les bactéries de l'intestin vont digérer ce que le foie s'est amusé à construire, vont libérer les œstrogènes qui avaient été emprisonnés dans des molécules complexes par le foie, et ces œstrogènes vont être réabsorbés par le système porte pour se retrouver dans la circulation, etc. Et donc on se retrouve avec une hyperœstrogénie, alors que le système hormonal n'est pas en cause, tout fonctionne bien du système hormonal. Le foie n'est pas spécialement en cause, mais c'est simplement la flore intestinale qui est déséquilibrée. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'il faut comprendre pour bien envisager le métabolisme hépatique. Alors, en médecine naturelle, quand est-ce que l'on peut suspecter un dysfonctionnement du foie? Les zones du visage qui risquent d'être affectées, ce sont les zones du troisième œil, un petit peu la zone entre les deux sourcils, où on va avoir principalement des boutons, des petits boutons avec des têtes blanches, etc. Ça peut être une indication d'une insuffisance hépatique. Alors, une des fonctions les plus visibles du foie, c'est la digestion. Donc, bien évidemment, si mon foie fonctionne insuffisamment, la bile ne sera pas présente en quantité suffisante et ça va avoir une répercussion sur ma digestion. Je peux avoir une lourdeur après le repas en tout cas une intolérance. Le foie, vous avez vu, jouer un rôle important dans la digestion des graisses et des triglycérides. Et donc, à partir du moment où je tolère de moins en moins les mayonnaises, les sauces, les plats un peu plus lourds, le fromage fondu, les œufs, les fritures, les sauces, etc., ça peut indiquer une insuffisance hépatique. Voilà. Alors, le foie sécrète la bile qui contient des principes amers. Et donc, on peut avoir la bouche pâteuse et une saveur amère en bouche. Ça peut être une indication d'une insuffisance hépatique. Et ce lien avec les substances amères, on le retrouve parce que le foie est particulièrement stimulé par de nombreuses tisanes et de nombreuses plantes qui ont des saveurs amères. Je pense au fumeterre, je pense au chrysanthellum americanum, je pense ne fût-ce que pissenlit et de nombreuses plantes amères qui sont très actives au niveau du foie. Alors, j'en profite pour faire un petit aparté. On retrouve un lien entre la saveur et entre la psyché et le moral. Quand on nourrit des regrets, on nourrit de l'amertume. L'amertume, c'est un terme émotionnel et psychique que l'on retrouve dans les aliments. On retrouve l'amertume des aliments. Et en fait, pour les Chinois, le foie est intimement lié au vécu émotionnel et donc principalement à l'optimisme, à des sentiments de nature dépressive et à l'amertume. Donc pour les Chinois, le foie est le pessimiste de l'organisme. Et il faut comprendre que entre l'œuf et la poule, est-ce que c'est la poule qui est née de l'œuf ou est-ce que c'est la poule qui pond l'œuf et l'œuf qui naît de la poule? On n'en sait rien. C'est un cycle. Et entre le foie et l'émotionnel, c'est exactement la même chose. Est-ce que c'est l'émotion qui fragilise le foie ou est-ce que c'est le foie qui nourrit des émotions négatives? L'un entraîne l'autre, c'est-à-dire que si
je vis quelque chose psychiquement de compliqué et que je ne parviens pas à tourner la page, à digérer la chose, que je nourris de l'amertume et des idées négatives et dépressives, ça va altérer le fonctionnement du foie jusque diabète, cholestérol, problème d'œstrogène, problème digestif. S'il n'y a plus assez de bile dans l'intestin, l'intestin devient acide. Si l'intestin devient acide, ben, les bactéries nécessaires meurent et les bactéries jouent un rôle sur l'humeur. Elles sécrètent des neuromédiateurs. Les champignons vont arriver, des candidats albicans, etc. Vous voyez, c'est tout un cercle vicieux euh, qui est très important. Donc, le fonctionnement du foie qui peut être altéré par des sentiments dépressifs, mais l'inverse est vrai également, c'est-à-dire que si j'ai une nourriture industrielle qui surcharge le foie, si j'ai une surconsommation de médicaments qui va également mettre à rude épreuve le foie, avec une pollution des aliments par des additifs alimentaires, des polysorbates, des conservateurs, des colorants, des exhausteurs de goût, etc. Si je fragilise la fonction hépatique d'un point de vue chimique, une chimiothérapie ou une autre médication, ça va engendrer des sentiments de nature dépressive, de l'amertume et des idées noires. Donc voilà, on est vraiment dans un cercle vicieux. J'en reviens, excusez-moi, après cette digression à la langue chargée. Donc par exemple, une langue blanche, épaisse, avec une espèce de liquide un peu épais sur la langue, ça peut être indicatif d'une insuffisance hépatique. Vous connaissez peut-être le mal de tête que l'on peut avoir après une consommation d'alcool. Donc, on peut avoir ce type de maux de tête après le repas ou bien sans avoir consommé d'alcool. Ce sont ce qu'on appelle les maux de tête digestifs ou hépatiques, la céphalée hépatique, la céphalée digestive. Ça peut être un signe d'insuffisance du foie. Quand le foie est un peu en dysfonctionnement, bah, à certains moments, il n'y a pas assez de bile et donc on va se retrouver sur un terrain de constipation. Et puis quand le foie se remet à fonctionner, la bile revient et donc on retrouve un transit beaucoup plus rapide à ce moment-là. Donc on a une alternance d'épisodes de diarrhée et d'épisodes de constipation. Et puis vous avez le foie qui va jouer un rôle très important dans la dégradation de facteurs sanguins. Et donc on a dans la bilirubine des colorants qui viennent du cycle des hématocrites, etc. Et c'est ce qui donne la couleur aux selles. Donc si on a des selles palotes, des selles qui sont insuffisamment colorées, ça peut indiquer une insuffisance de sécrétion biliaire et une insuffisance de bile dans la digestion. Voilà un petit peu ce que l'on peut observer comme signe annonciateur d'un dysfonctionnement hépatique. Alors, quand le foie fonctionne insuffisamment, ben, on évite de l'agresser en diminuant des aliments qui ne sont pas bons pour le foie, et notamment les réactions chimiques que l'on va avoir entre le lait et le café. Donc supprimer complètement le café au lait, éviter de cuire les graisses. Et puis le chocolat, c'est un poison pour le foie, même le chocolat noir également. On va essayer de favoriser dans l'alimentation l'huile d'olive crue, le jus de citron, les artichauts, sans abuser bien sûr, et tous ces aliments légèrement amers, des chicons, des endives, etc., que l'on va favoriser au maximum dans l'alimentation. Mais on a vu la monographie du citron au début de l'année. Hein, c'est probablement une des meilleures plantes pour le foie, bien sûr. Il y a quelques plantes qui peuvent être utiles également. Le pissenlit. Le pissenlit qui a des propriétés rénales, hein, diurétiques.
Donc il va être surtout intéressant pour permettre d'aider aussi à éliminer dans les urines ce que le foie est en train d'évacuer. Pissenlit, étymologiquement, c'est pissenlit, hein, c'est un diurétique. Hein. Le radis noir qu'il faudra absolument éviter si on a des risques des pierres à la vésicule biliaire et des risques de lithiase hépatique. L'artichaut est un légume et une plante que l'on peut consommer également dans les compléments alimentaires. Le chardon-marie est une grande plante un stimulant du foie en phytothérapie, le desmodium que l'on pourrait rajouter également. Et puis la plante la plus importante et la plus impressionnante, c'est Chrysanthellum americanum. C'est la famille des camomilles. Alors en tisane, c'est une plante d'une amertume incroyable, c'est quasi impossible à avaler. C'est d'une telle amertume, c'est vraiment très puissant, donc on va généralement utiliser plutôt un extrait sec qui est très concentré en principe actif, qui peut être standardisé, que l'on va mettre en gélule. C'est la façon la plus utile de l'utiliser. Je sais que certains vont ne pas utiliser les fleurs en tisane, mais plutôt les tiges, et la tige n'a pas ce goût amer que l'on a dans la fleur de Chrysanthellum americanum. Ce Chrysanthellum americanum sera très important quand on a les gamma-GT qui sont très élevés. Donc les gamma-GT vont nous montrer des indices de destruction des cellules du foie. Ils sont élevés quand on prend certains médicaments hépatotoxiques, je pense à la dépakine, je pense au paracétamol, etc. Évidemment, c'est un marqueur de l'alcoolisme, mais pas que. Et puis, voilà, c'est un des indicateurs de la cirrhose ou annonciateur de la cirrhose. Et donc, le Chrysanthellum americanum est une plante qui permet de rapidement diminuer les gamma-GT. On a historiquement l'aubier de tilleul. Oui, l'aubier de tilleul est plus rénal qu'hépatique. Moi, je l'ai classé plutôt dans les plantes dépuratives rénales que dans les plantes hépatiques. L'aubier de tilleul est très intéressant, mais en complément dans une formule complète. J'ai envie de dire qu'en cas d'insuffisance hépatique sévère, ce sont vraiment les plantes amères qui vont être actives. Hein. Donc, si vous avez les gamma-GT qui sont chez un alcoolique très haut, vous n'allez pas les faire tomber rapidement avec un aubier de tilleul. Avec Chrysanthellum americanum, oui, ça va très vite chuter. Donc, on avait un ancien collègue qui postulait pour travailler aux communautés européennes. C'était un bon vivant. Le soir, il aimait bien ouvrir une bouteille de vin au repas et souvent il terminait la bouteille avant d'aller dormir. Et il y avait un examen médical à passer pour pouvoir rentrer à la communauté européenne. C'était un comptable, il avait réussi tous les autres examens. Et évidemment, il a échoué son examen médical parce que ses gamma-GT étaient trop hauts. Et il avait un deuxième examen médical un mois après. Et donc, il avait un mois pour rétablir un petit peu son système hépatique. Donc, on l'a aidé avec des huiles essentielles. Il a diminué sa consommation de vin et on lui a donné également du Chrysanthellum americanum en extrait sec en gélule. Et voilà, tout était rentré dans l'ordre en 4 semaines lors de l'examen médical suivant. C'était rentré dans l'ordre. Il y a certaines personnes qui l'ont utilisé également en gélule à dose assez importante pour diminuer les effets de l'alcool et pour voilà, pour éviter peut-être un contrôle d'alcoolémie positif quand évidemment ils n'abusent pas, ils ne dépassent pas les consommations raisonnables, bien sûr. Mais c'est une plante qui est terriblement importante sur la métabolisation hépatique et notamment la métabolisation hépatique de l'alcool également.
Alors en aromathérapie, quelles sont les grandes huiles essentielles importantes? Il y a le citron, parmi celles que nous avons déjà étudiées ensemble. Vous avez le romarin officinal. Alors il y en a deux qui sont utiles, le romarin cinéole. Le cinéole, c'est l'autre nom de l'eucalyptol. Le romarin cinéole, il va surtout améliorer la circulation dans le foie, et on a vu que c'était un facteur important. Donc si le foie fonctionne mal parce que la circulation n'est pas optimale, on va peut-être choisir le romarin cinéole. Il est beaucoup plus doux, il est utilisé chez l'enfant en pédiatrie, mais vraiment pour les maladies du foie, hein, on pense au foie gras, ce qu'on appelle la stéatose hépatique chez l'homme. Le romarin à verbenone est un romarin détoxifiant et réparateur extraordinaire du foie. Curcuma longa est une huile essentielle de curcuma. Le curcuma, vous le connaissez bien, hein, on en parle énormément dans les compléments alimentaires. Cette huile essentielle de curcuma longa, elle a pour génie thérapeutique d'éviter l'évolution en cancer. Donc s'il y a eu des hépatites virales, on est en risque accru de développer un cancer du foie. Pourquoi? Parce que l'hépatite virale est un des facteurs de risque du cancer du foie. Et donc le curcuma longa va protéger du cancer du foie. Alors ça peut être une hépatite virale d'origine médicamenteuse, ça peut être une hépatite alcoolique, bien sûr, etc. Anétum graveolens, vous connaissez l'aneth, hein, vous l'utilisez certainement peut-être de temps en temps dans une préparation culinaire, sur du saumon fumé, des poissons, etc. Faites très attention, l'huile essentielle la plus fréquente dans le commerce, c'est une huile essentielle de semence et elle n'a aucun intérêt au niveau du foie. Donc il faut vraiment prendre une huile essentielle qui vient de la plante et pas de la graine. Voilà. Donc vous savez en cuisine que vous pouvez acheter des graines d'aneth pour faire certaines préparations culinaires et ça n'a pas du tout le même goût que la feuille d'aneth que vous allez mettre dans une mayonnaise ou dans une sauce sur un poisson par exemple. Menta piperita est un grand détoxifiant, on va l'étudier dans pas longtemps. Ce Menta piperita va aider à éliminer des médicaments après une chimio, après une antibiothérapie, etc. C'est vraiment un détoxifiant du foie, mais aussi un excitant, un stimulant. Donc quand le foie est paresseux avec l'âge ou par le sédentarisme, est paresseux, peut-être parce que le foie s'engorge, la circulation ne se fait pas bien, parce qu'on ne fait plus d'efforts physiques, etc. Menta piperita est un grand stimulant du foie. Et puis Docus carota, c'est le nom latin de la carotte, bien sûr, vous avez compris. Ce n'est pas la racine que nous mangeons qui est distillée, hein, c'est la graine de la carotte. Et là, c'est une huile essentielle qui aide à refaire de nouvelles cellules du foie. Et quand est-ce que l'on doit refaire des nouvelles cellules du foie? Quand principalement on a eu une hépatite, parce que si vous voulez, le virus de l'hépatite rentre à l'intérieur de la cellule du foie, et le virus, il ne sait pas se reproduire. Donc c'est la cellule qui, quand elle se divise en deux pour se régénérer, va diviser le virus et le multiplier. Donc, dès qu'on a une atteinte virale au niveau du foie, le système immunitaire détruit toutes les cellules qui sont contaminées. Et donc, on peut se retrouver avec 20% du foie qui a été détruit par le système immunitaire. C'était les 20% de cellules qui étaient contaminées par le virus. Et Docus carota aide à reconstruire les 20% qui ont été détruits. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que fonctionne Docus carota, si je peux caricaturer de la sorte. Alors, je vous avais promis une petite formule. Donc, voilà, il y a une formule traditionnelle qui a donné des résultats extraordinaires. La première, c'est le basilic. Comme nous ne l'avons pas encore étudié, je ne vous mets pas le nom latin. C'est le basilic tropical. Je mets MC, c'est sa molécule principale, c'est le méthylchavicol. Et on en met à peu près un quart dans la formule. À côté de ça, on va retrouver l'huile essentielle que je viens d'évoquer, qui est l'aneth graveolens, mais n'oubliez pas, c'est la plante, pas la semence.
et on peut aller jusqu'à 24%. Cette huile essentielle magnifique. Évidemment, elle est un peu forte au niveau du goût et de l'odeur. Elle va vous parfumer un petit peu, peut-être la transpiration, peut-être les urines, mais elle joue un rôle détoxifiant extraordinaire. Alors le fameux Rosmarinus officinalis averbenone, 22%. Faites attention, sur le marché maintenant, on nous vend des Rosmarinus averbenone qui sont toxiques pour le foie. Je viens de publier sur la page Facebook du laboratoire un bref petit article qui explique comment choisir un bon romarin verbenone. Je vous donnerai le lien tout de suite après, mais je vais continuer ma formule. Ensuite, nous avons dans la formule la baie de genévrier. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit que quand le foie ne fonctionne pas bien, la baie de genévrier, excusez-moi, il manque un E, c'est Juniperus. Quand le foie fonctionne pas bien, c'est tout le microbiote et la flore intestinale qui est déséquilibrée. Et donc, la baie de genévrier va jouer plusieurs rôles, mais notamment de protéger la flore intestinale. Alors, je sais qu'on ne l'a pas encore étudié, mais on a étudié vraiment sa cousine, c'est le cyprès. La baie de genévrier, c'est vraiment la même famille. C'est une cupressacée. Hein. On est vraiment dans la même famille d'huile essentielle que le cyprès. Après, il faut stimuler un petit peu ce foie paresseux. Donc, on va parler de Mentha piperita. Bon, il y en a plusieurs. On va choisir un Mentha piperita riche à menthol et on peut mettre 10%. Alors, je vous mets la formule originale, mais voilà, vous pouvez simplifier cette formule, hein, mais on avait dans cette formule originale une épice que l'on utilise sur les petits carrés de fromage trappiste que l'on appelle le carvi. Le carvi, c'est la même famille que le cumin. Il y en avait 4% et on termine par le laurier noble, 4%. Le laurier noble, lui, c'est un protecteur de la cirrhose. Voilà. Un petit peu ce que l'on peut dire, protecteur de la cirrhose, le laurier noble. Et ça, c'est vraiment une cure détox et une cure d'aide et de soutien au fonctionnement du foie. C'est à faire au moins une fois par an. Alors souvent on conseille le printemps, mais faites attention parce que c'est une période où l'organisme est très fragile. Donc moi je conseillerais de le faire plutôt fin janvier, bien avant le printemps, quand les fêtes sont passées, ou alors plus tard, quand on arrive à la fin du printemps, quand les beaux jours sont là, au mois de mai, quand ça va mieux, etc. Mais ne le faites pas au début du printemps, parce que l'organisme est assez fragile et le solliciter, le détoxifier à ce moment-là, c'est pas quelque chose qui est conseillé. Alors ceux qui ont Facebook peuvent regarder une page qui s'appelle Eodis. Voilà. Et vous verrez sur cette page, voilà, il y a quelques petits posts, et notamment le dernier concerne ce fameux romarin verbenone. Alors, pendant combien de jours? Traditionnellement, c'est entre 15 jours et 3 semaines. Donc, j'ai envie de dire 15 jours quand c'est accompagné par un professionnel, en automédication. Généralement, on conseille de faire une quinzaine de jours. Ça, ce sont les conseils que l'on donne généralement sur les compléments alimentaires. Alors, c'est à prendre après le repas et c'est à prendre 2 fois par jour, les 2 plus gros repas de la journée. Moi, je pense qu'une goutte suffit. Voilà. Maintenant, en cas de gros encombrement ou bien quand j'ai un sujet voilà, c'est toujours dépendant du poids. Hein. Donc, si c'est un adulte qui fait 80 ou 100 kilos, il peut prendre 2 gouttes. Hein. Mais chez un individu qui ferait 50 à 70 kilos, une goutte suffit largement. Alors, donc, est-ce qu'il y a une période principale pour l'écologie intestinale?
Écoutez, je suis peut-être pas suffisamment calé en médecine chinoise pour connaître les saisons qui conviennent le mieux à l'élimination intestinale, probablement en automne plutôt, et en tout cas avant de prendre des probiotiques. Voilà, ça, ce sont les meilleures périodes. Alors, le laiton, le laiton, c'est une huile essentielle magnifique. Maintenant, c'est pas une huile essentielle d'utilisation quotidienne, c'est vraiment l'huile essentielle que l'on va chercher dans les cas les plus sévères, donc dans les cas de dépression vraiment très profonde, dans les cas de chimiothérapie, de maladies cancéreuses, de maladies graves du foie. Euh, j'ai envie de dire que le laiton, moi j'aime bien le réserver plutôt à la prescription parce que c'est une essentielle qui est assez puissante, assez violente et qu'on ne va pas utiliser si on l'utilise seul, par exemple, les dons pour le foie, vous pourriez vous retrouver avec des réactions d'élimination et de détoxification qui seraient violentes et très inconfortables. Maintenant, quand vous avez une formule équilibrée comme celle que je vous ai montrée, vous pourriez très bien remplacer Juniperus communis B par le laiton. Et là, vous auriez une formule qui est très équilibrée, qui est remarquable, etc. Mais vous voyez, partez toujours de quelque chose d'équilibré. Si vous voulez, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est toujours l'association qui va être efficace. La somme est toujours supérieure, le tout, pardon, est toujours supérieur à la somme des parties. Alors ça, je vais vous le noter, hein, parce que c'est vraiment incontournable. Donc ça, c'est le principe même de ce qu'on appelle, c'est le principe même de la synergie. Hein. Voilà. Ça, et c'est difficile à comprendre parce que nous sommes dans une société qui est tellement matérialiste. Alors, quand on voit que le curcuma est efficace, on essaye de comprendre pourquoi le curcuma est efficace. Et on voit que la curcumine est active. Mais la curcumine est active, c'est comme si on regardait, voilà, on a quelqu'un qui a une idée géniale. Et on se dit, mais comment est-ce qu'il a pensé à ça? Mais cette idée, c'est fantastique, c'est génial. Qu'est-ce qui lui a permis d'avoir cette idée? C'est le cerveau. Et on va isoler le cerveau. Ben, ça ne fonctionne plus. Parce que le cerveau, il a besoin du foie, il a besoin des intestins, il ne fonctionne pas tout seul. Et c'est fondamental de comprendre ça. Quand on prend du vrai curcuma, on n'a pas d'effet secondaire, on n'a pas d'effet néfaste. Quand on prend des extraits de curcuma qui sont dosés à 95% de curcumine, mais c'est de la folie, c'est de la bêtise pure. C'est là c'est de là que vient tous les effets secondaires des médecines naturelles et tous les inconvénients, etc. Donc, le laiton est probablement une des huiles essentielles les plus efficaces pour le foie et pour les maladies graves du foie. Et donc, justement parce que c'est une des plus puissantes, c'est une des plus difficiles à manier. Donc, pour un usage drainage quotidien, un individu qui ne présente pas d'alcoolisme très sévère ou de maladie du foie particulièrement sévère, le laiton n'est pas indispensable, mais sachez que c'est une essentielle qui est très puissante. Alors, le dernier point que je voulais évoquer avec vous pour que vous compreniez bien, c'est que plus la situation est grave, plus on va donner des huiles essentielles qui sont faibles d'activité et peu puissantes, peu violentes et peu efficaces. Parce que la détoxication, c'est quelque chose qui peut s'avérer difficile à vivre et violent. Donc quelqu'un qui sort d'une chimiothérapie, qui est complètement intoxiqué, je ne vais pas lui donner du laiton, je vais lui donner un peu de citron. Et au bout de 10 jours, avec le citron, je vais rajouter un petit peu de romarin cinéole. Pas à verbenone, à cinéole, qui est beaucoup plus doux. Et puis après, je vais rajouter peut-être un petit peu de menthe.
Et puis après, au bout d'un mois, je viendrai avec du laiton, avec des huiles essentielles du romarin verbenone, avec de la livèche, avec de la nette, avec des huiles essentielles qui sont un peu plus puissantes, etc. Mais voilà, plus la situation est grave, plus vous devez donner des choses douces. Voilà, ça, c'est une clé essentielle pour pouvoir faire de la détox hépatique. Voilà, j'espère que c'était compréhensible. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport au foie, mais sinon, je me propose de passer au rein. Donc au niveau du rein, ce sont des glandes paires, hein. On a deux reins, bien sûr. Le rein n'est pas une glande aussi vitale, puisque la dialyse permet de fonctionner et de survivre avec une fonction rénale qui est altérée. On peut, c'est pas conseillé du tout, mais on peut vivre avec un seul rein. Alors il faut bien distinguer deux structures anatomiques. Vous avez le rein en lui-même, ici, et puis donc ici c'est un organe qui participe à la filtration du sang et qui est un émonctoire direct, qui fabrique l'urine et qui va éliminer de l'eau. Donc il règle tout ce qui est hypertension et la quantité de liquide dans les tuyauteries, si vous voulez. Ceux qui ont une chaudière, vous connaissez peut-être, on met de l'eau dans le circuit des radiateurs. Et puis vous avez une aiguille avec la pression. Et quand vous voyez qu'il n'y a pas assez de pression dans les radiateurs, vous remettez un petit peu d'eau. Vous devez remettre un petit peu d'eau quand vous purgez les radiateurs, etc., etc. L'aiguille avec la pression dans le circuit, c'est un petit peu la tension que nous avons dans nos artères. C'est la tension artérielle que l'on prend. Et donc, quand la tension est trop élevée, c'est parce qu'il y a trop d'eau dans les tuyauteries, dans les circuits. Donc, le rein va gérer la tension, l'hypotension et l'hypertension en régulant la quantité de sel et la quantité d'eau qui circule dans les tuyauteries. Voilà. Donc, le rein est lié directement au cœur et à la tension artérielle, en tout cas, au système circulatoire et à la tension artérielle. Alors que le foie est plutôt lié à la circulation veineuse, le rein est plutôt lié à la circulation artérielle. Et puis au-dessus du rein, on a une glande, mais qui est une glande endocrinienne, c'est une glande hormonale. C'est la glande du stress, c'est la glande qui donne l'expression avoir les reins solides, et c'est la glande qui nous permet d'avoir l'énergie nécessaire pour donner le meilleur de soi. Quand on est très stressé et qu'on a fait une prestation magnifique, cette performance a été possible grâce aux hormones qui ont été sécrétées par cette surrénale. Et donc, le rein filtre le sang, l'urine va s'écouler ici dans la partie centrale du rein, et puis va s'écouler par l'urètre jusque la vessie, et puis va s'écouler vers le méa urinaire par l'urètre. Voilà, donc on a un lien entre l'urètre, la vessie, l'urtère et le rein. En cas de cystite, au début, on a une infection et une douleur au niveau du méa urinaire, au niveau du conduit urinaire, l'urètre. Et puis, on peut avoir les urines toutes troubles et les germes qui vont se fixer sur la paroi de la vessie. Et puis, les germes peuvent remonter par l'urtère, venir jusqu'au rein, mais le rein, il n'a pas une capacité de régénération comme le foie. Donc, quand on a une infection qui touche le rein, une pyélonéphrite, on va avoir une altération de la capacité de filtration rénale qui risque d'être irréversible. Et donc, on va observer ces lésions rénales en découvrant dans les urines des substances anormales comme des protéines, de l'albumine, etc. par exemple. Et donc le rôle majeur du rein, c'est d'éliminer les sels, les acides et l'eau. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il y a de plus important dans un premier temps.
Donc, on élimine des sels, des acides et de l'eau. Comme la transpiration, si vous voulez. Donc, les deux tensions artérielles, ben, c'est le battement cardiaque, il y a le cœur qui pousse, qui projette le sang dans les artères, et puis vous avez le cœur qui se relâche, qui se dilate et qui aspire. Et donc, on a la pression au moment de l'aspiration et la pression au moment de la pulsation. Voilà. C'est la pression diastolique, dia la lumière, l'ouverture, et systolique, voilà un petit peu ce que l'on a comme les deux mesures de la tension artérielle. On en revient, parce que le temps passe, on en revient donc à notre système de filtration rénale. Donc le rein va éliminer tout ce qui peut être soluble dans l'eau. Donc le rein ne pourra pas éliminer de vitamine A en excès puisque la vitamine A n'est pas soluble dans l'eau. Par contre, le rein va éliminer du magnésium en excès, la vitamine C en excès, etc. Tout ce qui est soluble, les sels, les acides, tout ça est éliminé par le rein. Voilà. Quand je prends du thym, le thymol n'est pas soluble dans l'eau, mais le foie va transformer le thymol pour le rendre soluble dans l'eau, va l'éliminer dans le sang, le thymol arrive au niveau du rein, et maintenant qu'il est hydrosoluble, il va pouvoir être éliminé par les urines. Donc le foie et le rein fonctionnent de concert pour pouvoir éliminer certains toxiques qui rentrent dans l'organisme. Alors, à certains moments, ben, les sels et les cristaux vont pas pouvoir être éliminés de façon optimale par le rein, et donc il y a des accumulations de sels et de cristaux qui vont se former au niveau du rein, et puis ça peut provoquer des lithiases et des cailloux, des pierres qui vont devenir terriblement douloureux, qui se trouvent ici, hein. Qui vont se retrouver vraiment au niveau du bassinet, et de temps en temps, ces cristaux, ces cailloux vont être expulsés dans l'urtère, et c'est ce qui va déclencher les crises de coliques néphrétiques qui sont terriblement douloureuses avant de pouvoir être expulsés. Voilà. Alors, le rein fonctionne, le rein régule la tension artérielle, mais la tension artérielle permet au rein de fonctionner parce que, si vous voulez, c'est un filtre comme un filtre à café, et donc c'est une filtration un petit peu passive, et donc il faut de la pression. Euh, Vous savez, au moment où vous versez l'eau dans le filtre, au début, il y a beaucoup d'eau, donc il y a beaucoup de poids, et le café coule très vite. Et puis, quand il y a presque plus d'eau dans le filtre, ben, le café coule en goutte à goutte. Pourquoi? Parce que comme il n'y a plus de poids, il n'y a plus de pression. Et comme il n'y a plus de pression, ben, le liquide, il a du mal à passer à travers le filtre. Ben, dans le rein, on a la même chose. Si la tension artérielle est élevée, la filtration est active et ça fonctionne bien. Si la tension diminue, ça stoppe un petit peu la filtration rénale. Donc c'est un mécanisme d'autocontrôle qui évite de se retrouver en hypotension grave et sévère, parce que l'hypotension elle-même bloque l'élimination rénale. Donc une fois qu'on a compris ça, ben, on comprend pourquoi la marche, l'effort physique, etc., qui fait augmenter les pulsations cardiaques, donc qui va faire augmenter la tension et le débit sanguin, va favoriser la fonction rénale. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de dysfonctionnement des reins? Ben, on a un problème de liquide dans l'organisme, et ça se manifeste principalement par les yeux gonflés. Un enfant qui a les poches sous les yeux est un enfant généralement dont le système rénal dysfonctionne, ou est oui, en dysfonctionnement, en insuffisance. Donc ça, c'est un exemple de cas. Ça va concerner les poches et les cernes sous les yeux. Et puis le rein doit éliminer, on a vu des acides et des sels. Et donc quand les urines sont transparentes ou trop peu abondantes, ça peut indiquer un dysfonctionnement du système rénal. Vous avez la fièvre, par exemple. La fièvre va faire quoi? Ben, d'abord, augmenter le système immunitaire et le métabolisme. Augmenter l'immunité, il y a des cellules qui sont détruites parce qu'elles sont atteintes par des virus. On en parlait tout à l'heure avec le foie.
Donc ces cellules sont détruites et il faut éliminer ces cellules détruites. La fièvre va augmenter le rythme cardiaque et la respiration, va augmenter la circulation sanguine et va augmenter le transport des déchets par voie sanguine. Et vous savez, quand vous avez une grosse grippe et une grosse fièvre, mais ça colore en brun les urines du matin. Les urines du matin sont vraiment très foncées. Voilà. Donc, on voit ce que les reins éliminent en cas d'accélération du système cardio-respiratoire, entre autres, etc. Alors, quand les reins fonctionnent trop faiblement, on va diminuer l'apport de sel dans l'organisme, bien sûr, utiliser le sel naturellement présent dans les aliments. Utiliser un sel marin, pourquoi? Parce que le sel dit de cuisine, qui n'est pas un sel de cuisine, c'est un sel d'industrie, hein. C'est du NaCl avec de l'iode. Donc c'est un apport de chlore et de sodium, alors que dans le sel marin, on a tous les éléments du tableau de Mendeleïev. Il y a du cuivre, du zinc, du magnésium, bien sûr. Et on s'aperçoit que quand on donne des sels marins à quelqu'un qui est en hypertension, à certains dosages, au lieu que le sel ne fasse monter la tension artérielle, il la fait descendre. Pourquoi? Parce que tous les éléments sont présents. On va diminuer les aliments trop acidifiants. Pourquoi? Parce que c'est le rein qui doit éliminer les acides. Et les acides aminés, entre autres, les acides gras végétaux, les sucres raffinés, bien sûr. Alors l'eau, il y a une aberration, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais j'ai les poils qui se dressent quand j'entends certaines publicités à la télévision où on nous vante les eaux minérales pour leur richesse en. C'est une aberration. L'eau qui nous apporte des cailloux dilués, des cailloux dissous, du calcaire dissous, c'est une eau qui nous encrasse. Quand vous avez de l'eau au robinet qui va bloquer votre lave-vaisselle tellement qu'il y a du calcaire, qui va encrasser complètement votre bouilloire ou votre cafetière, vous ne dites pas « Ah chouette, mon eau est riche en calcium, et le calcium c'est bon pour les os ». Vous dites « Non, mon eau est en train de tout encrasser ». Une eau est bonne pour ce qu'elle emporte, pas pour ce qu'elle apporte. Vous comprenez la différence? Donc la meilleure des eaux, c'est l'eau la moins salée, c'est l'eau la moins riche en magnésium, c'est l'eau la moins riche en calcium. Parce qu'on n'est pas capable d'assimiler le magnésium et le calcium qui vient des cailloux qui ont été lavés par l'eau. Voilà ce qu'il faut comprendre. Pour pouvoir assimiler le calcium, pour pouvoir assimiler le magnésium, il faut que la plante les métaboliser, les intégrer, la plante ou les bactéries, les vitaliser, les intégrer dans leur métabolisme. Et à ce moment-là, le calcium peut être assimilable, le magnésium peut être assimilable. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Et puis le vin blanc est à fuir quand on a des difficultés rénales, hein. C'est bien connu, le vin blanc va provoquer les poches sous les yeux, entre autres, etc. Quels sont les aliments qui sont favorables au système rénal? Les apiacés en général, poireaux, oignons, les asperges, voilà. En phytothérapie, vous avez la sève de bouleau, excellente. Il y a l'aubier de tilleul dont on a parlé tout à l'heure. Il y a la bruyère, il y a les queues de cerise, la feuille de cassis. Une plante que l'on trouve chez nous et que vous pouvez récolter, faire sécher et utiliser, c'est la reine des prés, dont la fleur est très agréable puisqu'elle contient des traces de vanille, de vanilline plus exactement. Et le fameux pissenlit, qui est un diurétique bien connu. Et donc, en aromathérapie, je vais terminer là-dessus. Je vous présente les grandes huiles essentielles du système rénal. Tout d'abord, vous avez la baie du genévrier, qui est un antilithiasique, c'est-à-dire qui évite de faire des pierres au rein.
Donc la baie de genévrier est un grand stimulant du rein et en même temps évite la formation de pierres et de lithiase. Apium graveolens, c'est le nom du céleri. Le céleri va augmenter le volume d'eau et va augmenter l'élimination des sels et des acides. Levisticum, c'est la livèche, et la livèche, c'est un super céleri. C'est un céleri qui vit plusieurs années. Donc, c'est le céleri perpétuel que l'on vend et que l'on a parfois au jardin. C'est le plus grand stimulant de la filtration rénale. Quand vous prenez de la livèche pendant une journée, vous prenez 2 gouttes dans la journée, le lendemain, vos urines du matin sont foncées comme si vous aviez la grippe, comme si vous avez eu une fièvre. C'est vraiment un très grand dépuratif. À tel point qu'il ne faut pas en prendre longtemps, sinon on va irriter le rein à force de le stimuler. C'est vraiment violent. Beaucoup plus doux, mais dans la même famille, vous avez la nette. La nette, ça peut être pris presque au quotidien, ça peut être pris par les enfants. C'est aussi un stimulant du rein, mais beaucoup plus doux et moins violent que la livèche. Le basilic, c'est surtout un antispasmodique. Il est très utile sur la crise, les douleurs des pierres au rein, de lithiase. Voilà, c'est un décongestionnant circulatoire et en décongestionnant la circulation, il favorise le fonctionnement du rein. Si vous voulez, le basilic lève les bouchons, si je peux me permettre une caricature, alors que le romarin, c'est vraiment le moteur qui met en route la circulation, la machine, etc. Si je reprends l'exemple de la chaudière, Ocimum basilicum, c'est le fait d'ouvrir les vannes du radiateur. Et Rosmarinus officinalis, c'est aller augmenter la pompe qui fait circuler l'eau dans les radiateurs. Vous voyez le circulateur? Ben, donc le romarin, ça fait circuler et le basilic, ça ouvre ce qui est fermé. Et puis, vous avez une huile essentielle qui est très intéressante, c'est la verveine qu'on utilise en tisane et en infusion. Alosia citriodora, c'est la verveine odorante. En voie orale, dans une synergie, ça calme les inflammations du rein. Ça s'appelle la néphrite parce que le rein, il est composé de petites unités de filtration, des petites usines de filtration qu'on appelle les néphrons. Et donc, quand le néphron est attaqué par une infection, par un germe, il déclenche une inflammation. Et donc, on appelle ça la néphrite. Et donc, l'Ipiacide triodora a 2 propriétés. Ça calme la douleur et l'inflammation au niveau du rein. Et ça prévient aussi la formation de pierres au rein, les lithiases, les calculs. C'est un complément de la baie de genévrier. On les associe toutes les deux parce qu'elles ont des principes actifs fort différents. La verveine, c'est un aldéhyde. Et puis le genévrier, c'est un monoterpène comme le cyprès. Voilà un petit peu ce que je voulais évoquer avec vous à propos de cette fonction rénale. Voilà. Donc je reprends la caméra. Moi j'ai terminé. Il me reste le temps de noter vos présences, bien sûr, et de voir si vous avez des questions. Donc je vais vous laisser éventuellement poser vos questions si vous en avez. Et je vais noter vos présences. Donc Anne est présente, Christelle, Clarisse, Isabelle, Marisol, Marie, Marjorie, Martine,
Nathalie, Nicole, Sabine, et Véronique. Voilà. Je n'ai oublié personne. Géraldine était là. Elle a dû nous quitter peut-être. Annie Chartier n'est pas là. Voilà, tout le monde est là. Toute la classe était présente sinon. Voilà. Géraldine est bien là, bien sûr. Je vous ai noté présente. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, Géraldine est là. Merci. Écoutez, merci à tous pour votre participation. Voilà, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une excellente semaine. Vous pouvez vous déconnecter.